Qu'y a-t-il, fiston? répondit, répondit une voix d'homme perdue au milieu des bananiers. Il y a un bonhomme? Quel bonhomme, fiston? Je ne le connais pas. Le froissement mollement cadencé des feuilles mortes, jonchant la terre, indiqua que l'homme s'en venait, bien longtemps avant qu'il émergeât des broussailles. Le torse nu, les reins battus d'un short loqueteux, les jambes excessivement musclées, les grands pieds nus, bien aplatis sur le sol, c'était un homme de petite taille, qu'Essola dépassait de toute la tête, mais incroyablement râblé. Son visage jeune et souriant portait des yeux saillants. Apercevant le bonhomme, annoncé par son fils, il resta d'abord interdit, bouche bée, respiration coupée, apparemment immobile, l'œil écarté. Puis soudain, il explosa, bondissant, tantôt riant, tantôt sanglotant, pleurant, même avec une sorte de ululement. Frérot, frérot, frérot. Répétant inlassablement cet uniquement français, il prenait Essola dans ses bras, le pressait sur sa poitrine, le lâchait, tournait autour de lui pour l'examiner sous tous les angles, tandis qu'en face de lui, Essola s'esclaffait, mais sans se départir d'un certain air triste. L'enfant nu observait le manège de deux hommes avec une perplexité qui se laissait à peine soupçonner. Frérot, frérot, dis-moi que je ne rêve pas. Dis-moi que c'est bien toi, et non ton fantôme. Amoug, qui est-ce? Fit impérativement l'enfant nu. Comment? Fit Essola gaiement réprobateur. Tu ne sais donc pas dire papa à ton papa? Ntsimalem n'a jamais pu m'appeler autrement que par mon nom, expliqua l'homme trapu. Je ne sais comment je m'y suis pris. Il faut pourtant bien que ce soit ma faute. Il n'avait que 2 ans quand tu es venu nous voir pour la dernière fois. Rappelle-toi. Je le connais, bien sûr. C'est l'homme buté, la forte tête, le cabochard, comme l'indique son nom. Et ça n'a pas changé, au contraire. Qu'as-tu fait de ta valise, frérot? On nous a dit que tu étais sorti de prison voici 6 mois. Où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir tout de suite? Tu ne vas pas recommencer à faire de la politique, au moins. Pauvre frérot, tu n'imagineras jamais combien tu nous as manqué toutes ces années durant. As-tu vu Martin? Ne m'en parle pas. Viens plutôt m'aider tout de suite à le transporter. Du car, je l'ai vu tomber dans le fossé, complètement ivre. Impossible qu'il ne soit pas fait très mal. Et il en a été ainsi pendant ta longue absence. Chaque jour, j'ai redouté l'accident fatal. Une vraie malédiction. Si nous en sommes toujours là, nous autres les Noirs, c'est la faute des gens comme Martin. Et finalement, ce que tu appelles l'accident fatal serait peut-être ce qui pourrait arriver de mieux. Ne dis pas des choses si affreuses, méchant garnement. Toi non plus tu n'as pas changé. Tu es comme mon Tsimalem. Aucune parole ne te fait horreur. Regarde mon fils, marcher à côté de nous comme un homme. Sa mère voudra aller le faire baptiser tout de suite, Angua et que le. Moi je dis que rien ne presse, mais au fond je m'en fous. Ils étaient arrivés à l'endroit où gisait Martin. Calé fort inconfortablement au fond de l'étroite tranchée, ronflant avec une sorte de sensualité, bouche béante, tête renversée, ils le dégagèrent et l'étendirent sur le talus, convaincus sur la foi du récit d'Essola qu'il portait des blessures ou au moins des contusions, mais il fallait bientôt se rendre à l'évidence. L'ivrogne était indemne. Tiens, voici les clés, dit Amougou, en tendant sa paume ouverte à Essola. Elles étaient dans sa poche. Non, il n'a rien, le cochon. Il y a un bon Dieu pour les poivreaux. Eh bien, je ne le félicite pas, ton bon Dieu. Et toi, tu ne m'amuses pas. Ils portèrent Martin à deux jusqu'au seuil de la maison, puis, quand Essola eut ouvert la porte,
sur un grabat parsemé de torchons hideux qui devait servir de literie à Martin, dans la chambre obscure où une étroite fenêtre faisait venir une lueur débile, comme tenue en respect. Il y avait un autre lit de bois portant un sommier de rotin, mais dépourvu de toute literie. Je vais t'apporter un matelas tout de suite, dit Amougou en secouant le lit vide pour en vérifier la solidité. Quant au reste, tel que je te connais, tu as sans doute tout ce qu'il te faut. Mais peut-être ne tiens-tu pas à dormir là cette nuit, à côté de lui, parce que tu le connais. Il ne se réveillera pas avant demain. Et d'ici là, compte sur lui pour uriner fréquemment et même pour déféquer. Et c'est ainsi depuis que tu as disparu. Une malédiction, je te dis. Alors, si ça te dégoûte, tu peux coucher chez moi cette nuit, et même toutes les autres nuits qui viennent aussi longtemps que tu voudras. J'en ai tant vu, frérot, que rien ne peut plus me dégoûter. Non, il faut que je passe cette nuit ici. J'ai l'intention de m'expliquer avec maman. Et le meilleur moment pour cela sera la nuit. Quand personne ne sera là pour nous gêner, elle dort bien toujours ici. Toujours, dans l'autre chambre. Et pour faire la cuisine, tu vois cet appendice? C'est la seule nouveauté. Ta mère, qui voudrait bien avoir une cuisine autonome, harcèle en vain Martin pour le lui construire. Elle a beau le railler, lui dire en ricanant « Toi, un homme, prouve-le en construisant autour de cette maison que nous devons à ton père, qui nous vient, pour ainsi dire, de la nuit des temps, des pavillons, surtout une cuisine. Prouve que tu es un homme, prouve-le. Peine perdue. Où est-elle donc? Elle ne va pas tarder. Il y a un grand chantier d'abattage de grumes à Mfoulouk. Bientôt, paraît-il, on va implanter une usine de contreplaqué au même endroit. Les ouvriers arrivent chaque matin d'un peu partout, presque toujours de très loin. Alors, pour se ravitailler, ils n'ont que la solution que leur propose ta mère, des beignets de maïs, comme elle sait les faire. Les affaires ne vont pas trop mal. Il y a plus malheureux par les temps qui courent. Mais à quoi tout cela lui sert-il? Quoi qu'elle fasse, Martin découvre toutes ses cachettes, rafle tout, dévore tout, boit tout. Martin, c'est un ouragan dévastateur. Et figure-toi que c'est ainsi depuis ton départ. Ah, il y a une éternité que je n'ai pas fumé une seule petite cigarette. Tel que je te connais, frérot, tu as pensé à moi, n'est-ce pas? Et Sola alla chercher sa vieille malle de bois restée sur la véranda où il l'avait posée en arrivant.